Pendant des décennies, elle a brillé sous les projecteurs, une silhouette menue à la voix puissante, au sourire inébranlable, à la discipline irréprochable. Mais derrière cette perfection, derrière la gloire d'une icône qui a conquis le monde, il y avait un silence, un mystère gardé précieusement pendant plus de 50 ans. Abonnez-vous pour plonger dans les récits captivants des légendes de la musique. Mireille Mathieu n'a jamais eu besoin de scandale pour devenir une star. Sa vie semblait sculptée dans l'ordre, l'élégance, la retenue. Pourtant, à 77 ans, elle a laissé échapper une vérité qu'elle portait en elle depuis toujours, une confession qui n'a pas terni son image, mais qui a brisé le mythe selon lequel la force exige le silence. Cette vérité, révélée dans une chanson bouleversante, a dévoilé une femme bien plus complexe que la Demoiselle d'Avignon, une femme dont le cœur a aimé en secret, à l'ombre de sa voix légendaire. Mireille Mathieu voit le jour le 22 juillet 1946 à Avignon, dans un quartier populaire où les rêves sont rares et la vie rude. Née dans une famille de 14 enfants, elle grandit dans une maison exiguë, où l'amour déborde mais où l'argent manque cruellement. Son père, Roger, est tailleur de pierre, un homme robuste qui travaille près du cimetière Saint-Véran, sculptant des stèles sous le soleil brûlant du Vaucluse. Chaque jour, ses mains s'abîment contre le burin, et chaque soir, il fredonne des cantiques pour apaiser la douleur de ses articulations usées. Sa mère, Marcelle, arrivée à Avignon comme réfugiée de Dunkerque pendant la guerre, porte sur ses épaules la charge d'une famille nombreuse. Ensemble, ils bâtissent une vie marquée par la foi catholique, l'épuisement quotidien et un dévouement farouche à leurs enfants. Les premiers souvenirs de Mireille ne sont pas faits de jouets ou de douceur, mais du bruit sec de la pierre taillée et des mélodies sacrées qui emplissent la maison, un refuge contre les rigueurs du quotidien. À 4 ans, Mireille chante pour la première fois en public, lors de la messe de minuit à l'église Saint-Pierre d'Avignon. Sa voix, claire et puissante, fige l'assemblée. Le prêtre, ému, lui offre une sucette en guise de récompense, un geste simple qu'elle n'oubliera jamais, non pour la saveur du bonbon, mais pour l'étrange pouvoir qu'elle découvre, sa voix peut faire taire une foule. Ce moment marque le début d'une vie où le chant devient son langage, son échappatoire, son identité. Mais l'école est un tout autre monde. Mireille souffre de dyslexie, un trouble mal compris à l'époque, qui lui vaut de redoubler une classe. Ses instituteurs, sévères, la réprimandent pour avoir écrit de la main gauche, un acte jugé inapproprié dans les années 1950. Il l'oblige à passer à la main droite, une contrainte qui la marque profondément. On la moque aussi pour ses rêveries, sans voir qu'elle compose des mélodies dans sa tête, arrangeant des chansons qu'elle entend à la radio. Dès l'enfance, elle vit entre deux réalités, le monde austère où elle est née et celui, vibrant, qu'elle construit à travers la musique. À 14 ans, les contraintes financières de la famille l'obligent à quitter l'école. Elle trouve un emploi dans une usine à Montfavet, près d'Avignon, où elle actionne des machines sous le vacarme des chaînes de production. Mais même dans ce décor gris, la musique reste son refuge. Pendant les pauses déjeuner, elle chante pour ses collègues, sa voix résonnant dans la cantine. Le soir, elle pédale sur un vélo acheté à crédit, affrontant le Mistral glacé, et laisse les chansons d'Édith Piaf ou de Charles Aznavour s'échapper de ses lèvres. Ce vélo, comme tout dans la vie des Mathieu, est un symbole de leur foi en un avenir meilleur, un pari sur des jours moins durs. Cet avenir se dessine par fragments, d'abord à travers de petits concours de chants locaux, où Mireille impressionne par sa voix pure et son charisme discret. En 1964, à 18 ans, elle remporte un concours à Avignon en interprétant La vie en rose d'Édith Piaf, une chanson qui l'a bouleversée lorsqu'elle l'a entendue à la radio des années plus tôt, allumant en elle une flamme qui ne s'éteindra jamais. L'année suivante, en 1965, sa vie bascule. Elle participe à l'émission Jeu de la chance, un télécrochet diffusé sur Télédimanche, animé par Roger Lanzac. Face à des milliers de téléspectateurs, elle chante avec une intensité qui captive le public. Sa victoire est écrasante. Les votes des spectateurs la propulsent sous les feux des projecteurs. Ce n'est plus un rêve d'enfant, c'est une porte ouverte vers Paris, le cœur battant de la chanson française. Mais même à l'aube de la célébrité, Mireille reste sous contrôle. Sa tante l'accompagne d'abord comme chaperon, veillant à ce qu'elle évite les écueils du show business. Puis sa sœur aînée, Monique, prend le relais, devenant son ombre protectrice. Pas de fête, pas de scandale, pas de confidences inutiles. Mesurant à peine 1,50 m, avec sa coupe au carré emblématique et ses robes noires sobres, Mireille devient la Demoiselle d'Avignon, une figure à la fois accessible et intouchable, une petite fille du Sud qui chante comme une légende tout en vivant avec la discipline d'une religieuse. Pour le monde, elle est dévouée à son art, mariée à sa musique, une artiste dont la vie personnelle semble inexistante, entièrement absorbée par sa vocation.
Mais dès ses débuts, des murmures circulent, non pas sur des frasques ou des amants, mais sur un homme qui semble omniprésent dans son ombre, influençant chaque décision, chaque contrat, chaque pas vers la gloire. Cet homme, c'est Johnny Stark, l'impresario légendaire qui va transformer Mireille en une icône mondiale. Leur rencontre, quelques semaines après son passage à Jeu de la chance, marque un tournant décisif. Stark, surnommé l'Américain, pour son style flamboyant et son éthique de travail implacable, est déjà une figure incontournable du spectacle français. Il a façonné des carrières, repéré des talents bruts et transformé des inconnus en stars. Lorsqu'il pose les yeux sur Mireille, il ne voit pas seulement une voix exceptionnelle, il voit une discipline forgée dans l'adversité, une fin d'absolu, un feu intérieur né de la survie. Stark lui fait une proposition directe, presque brutale, « Tu vas travailler comme une bête, je serai impitoyable. Si tu veux une vie facile, dis non tout de suite. Mais si tu me laisses faire, je ferai de toi une grande artiste. » Mireille accepte sans hésiter. Elle reconnaît en lui une rigueur familière, celle de son père, de sa mère, de l'usine, mais aussi une promesse, celle de donner un sens à sa voix, de la porter au-delà d'Avignon. Ce qui suit n'est pas une histoire d'amour au sens classique, du moins pas aux yeux du public. Stark devient le maître d'œuvre de sa carrière, contrôlant chaque détail, les chansons qu'elle enregistre, les tenues qu'elle porte, l'image qu'elle projette. Sa coupe au carré, aujourd'hui iconique, est son idée, un symbole de simplicité qui la distingue dans une époque de flamboyance. Il impose un mantra, pas de scandale, pas de désordre, seulement l'élégance et la perfection. Mireille se plie à cette discipline avec une dévotion absolue, non par soumission, mais parce qu'elle y voit une voie vers l'immortalité artistique. Leur relation, vue de l'extérieur, semble strictement professionnelle, un mentor exigeant et une protégée disciplinée. Mais en coulisses, elle est bien plus complexe. Stark devient son ancre, son confident, son gardien, celui qui comprend les murs qu'elle a érigés autour de son cœur et pourquoi elle ne laisse personne d'autre y entrer. Elle dira plus tard, « Johnny vivait pour moi, et je chantais pour lui. » Une phrase simple, presque banale, mais qui cache une vérité plus profonde. Pour ceux qui les connaissent, ces mots sont une confession déguisée, un aveu d'un lien qui brouille les frontières entre amour, loyauté et dépendance. Pendant plus de 20 ans, ils parcourent le monde ensemble, de l'Olympia à Paris aux scènes de Moscou, Tokyo, Las Vegas et même le Vatican. Il est toujours là, au premier rang, ses yeux rivés sur elle. Elle chante, juste hors de sa portée, comme si chaque note était une offrande. Les rumeurs persistent, sont-ils amants? Est-il son grand amour? Mireille ne confirme ni ne dément. Face aux questions des journalistes, elle répond par un sourire discret, celui qui dit tout sans rien révéler. Ce lien indéfinissable devient le socle de sa carrière. Sous la direction de Stark, Mireille enchaîne les succès. Mon credo, une histoire d'amour, Acropolis à Dieu. Sa voix, puissante et émouvante, traverse les frontières, touchant des millions de fans dans 9 langues. Elle vend plus de 100 millions de disques, se produit devant des rois, des présidents, des papes. Mais cette gloire a un prix. Sa vie personnelle est un désert soigneusement ordonné, un musée de silence. Pas de mari, pas d'enfant, pas de scandale. Elle vit pour la scène, et Stark est le gardien de ce sanctuaire. Pourtant, même dans cette existence rigide, des fissures apparaissent, des instants où un autre destin aurait pu s'écrire. Au début des années 1980, Mireille se fiance brièvement à un riche homme d'affaires français, un homme élégant qui l'adore publiquement. Leur relation fait la une des magazines, et les fiançailles semblent sérieuses. Mais 3 jours avant le mariage, elle rompt, sans explication, sans scandale. Plus tard, elle confie avec une clarté glaciale, « Il voulait que j'arrête de chanter. » C'était impossible. Une autre romance émerge dans les années 1990 avec Olivier Masson, un expert en cosmétiques chez Guerlain, connu pour avoir travaillé avec Wallis Simpson. On les voit ensemble à des galas, leur complicité frappant les observateurs. Les amis les décrivent comme un couple saisissant, mais cette histoire, comme la précédente, s'éteint discrètement. Une robe de mariée est évoquée, mais jamais portée. À chaque fois que l'amour exige un compromis, Mireille choisit sa voie, non par orgueil, mais par nécessité. Pour cette femme qu'on a punie enfant pour avoir écrit de la main gauche, la musique est sa seule forme de contrôle, son seul espace de liberté. En 1989, tout bascule. Johnny Stark s'effondre, victime d'une crise cardiaque. Mireille, alors au sommet de sa carrière, se mure dans le silence pendant des jours. Lorsqu'elle parle enfin, sa voix tremble, « J'ai perdu ma moitié ». Pas de larmes en public, pas de déclaration dramatique, juste une douleur brute, contenue.
Stark n'était pas seulement son manager, il était celui qui avait donné une forme à son chaos intérieur, qui avait transformé une fille d'Avignon en légende. Sans lui, elle semble perdue, comme si une partie de son identité s'était éteinte. Elle continue les spectacles, les tournées, les albums, parce qu'elle est Mireille Mathieu, celle qui ne rate jamais une note, qui n'arrive jamais en retard. Mais en privé, ses proches remarquent un vide nouveau. Sa sœur Matité emménage dans sa villa de Neuilly-sur-Seine pour l'épauler, tandis que Monique devient sa nouvelle manageuse. Le rythme reste le même, méticuleux, contrôlé, mais il ne s'agit plus de bâtir une légende, seulement de la maintenir en vie. Les questions sur sa vie amoureuse reviennent sans cesse, mais Mireille les esquive avec des réponses énigmatiques. « Je n'ai jamais manqué d'amour. J'ai mon public, ma famille. » Pourtant, ceux qui écoutent attentivement perçoivent le silence derrière ces mots, un vide qu'aucun disque d'or ne peut combler. Sa vie devient une routine austère, des tournées interminables, des interviews polies, une maison impeccablement rangée. Mais dans ce silence, un autre nom émerge, un nom qu'elle n'a jamais prononcé publiquement, celui d'un amour plus ancien, plus discret, enraciné dans les rues poussiéreuses d'Avignon, Jean-Louis. Avant Paris, avant l'Olympia, avant les projecteurs, il y avait Jean-Louis, un menuisier d'Avignon, un garçon ordinaire sans lumière ni célébrité. Ils se rencontrent enfants, dans le même quartier populaire où les 14 enfants Mathieu courent pieds nus sous le soleil du Sud. Jean-Louis l'entend chanter à l'église, lors de la messe de Noël 1950, bien avant que le monde ne découvre sa voix. Il est là quand elle s'échappe des cours pour murmurer des chansons de Piaf, quand elle rêve d'un ailleurs qu'Avignon ne peut offrir. En 1964, lorsqu'elle envisage de s'inscrire à Jeux de la chance, c'est Jean-Louis qui lui glisse le formulaire d'inscription, murmurant « Il faut que tu essaies ». Elle part pour Paris. Lui reste à Avignon, fidèle à son monde modeste, à son atelier, à sa vie simple. Mais il ne l'oublie pas. Entre 1965 et 1974, Jean-Louis lui écrit 32 lettres, des mots simples, tendres, sans exigence. « Tu étais radieuse à la télé hier soir. Même maman a pleuré. J'ai vu ton concert. Ça m'a rappelé notre rue. Je ne te l'ai jamais dit, mais j'étais fier que tu sois partie. J'aurais juste aimé que tu ne partes pas si loin. » Mireille ne répond jamais par écrit, mais elle conserve chaque lettre dans une boîte en bois sculpté, marquée « Souvenir ». Elle les lit en secret, surtout dans les moments de solitude entre deux tournées, quand le poids de la célébrité devient trop lourd. Jean-Louis ne se marie pas, n'a pas d'enfant, reste à Avignon, travaillant de ses mains jusqu'à sa mort discrète en 2018. Dans son testament, il lègue ses modestes économies à une association offrant des cours de musique aux enfants défavorisés, en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cour. Il ne vend jamais son histoire, n'accorde jamais d'interview, ne réclame rien. En 2022, Mireille retrouve une de ses lettres, glissée dans un vieux dossier de partition. Les mots, simples et sincères, la font pleurer. « Si un jour tu reviens à Avignon, va voir le figuier qu'on a planté ensemble. Je ne l'ai jamais coupé, il pousse peut-être encore. » Ce figuier, planté dans leur adolescence dans une cour d'Avignon, devient le symbole d'un amour jamais pleinement vécu, mais jamais oublié. L'année suivante, en juillet 2023, lors d'un concert en plein air dans les arènes de Nîmes, Mireille vit un moment qui marque l'histoire. Après avoir interprété 1000 colombes, elle s'interrompt, visiblement émue. Sa main tremble légèrement lorsqu'elle saisit le micro. « Ce soir, je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée. C'est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. » Le public, suspendu, retient son souffle. La chanson, Le figuier en fleurs, est une prière douce, presque murmurée, aux paroles d'une simplicité déchirante. « Si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains. Je n'ai jamais dit je t'aime à voix haute, mais je t'ai porté en silence toute ma vie. » Pendant 10 minutes, le temps semble s'arrêter. Pas d'orchestre, pas de mise en scène, juste Mireille, seule avec une vérité enfouie pendant plus d'un demi-siècle. Le figuier n'est pas une métaphore, il est réel, enraciné dans une cour d'Avignon, tout comme l'homme qu'il représente, Jean-Louis, parti 5 ans plus tôt. À la fin du concert, elle refuse les interviews. Son équipe publie une phrase laconique, « Ce que j'avais à dire, je l'ai chanté. » Mais cette performance change tout. Le figuier en fleurs se répand sur Internet, non comme un tube, mais comme un moment brut, une blessure ouverte enfin autorisée à respirer. Des jeunes artistes s'en emparent, des reprises émergent en allemand, italien, japonais, mais aucune ne capture la douleur silencieuse de l'original. Quelques semaines plus tard, Mireille retourne à Avignon, seule, sans caméra. Elle retrouve le figuier, penché mais vivant, ses racines fissurant le sol. Elle prélève une bouture,
qu'elle plante dans un pot en terre cuite, aujourd'hui posé près d'une fenêtre de sa maison à Neuilly-sur-Seine, à côté de la boîte marquée « Souvenir ». En 2025, alors que la France s'apprête à célébrer les 80 ans de cette icône, Mireille se tient à un carrefour. Elle a chanté dans plus de 50 pays, vendu plus de 100 millions de disques, conquis des scènes légendaires. Pourtant, son geste le plus puissant n'est ni un disque d'or ni une tournée mondiale, mais cette chanson, ce moment où elle s'est autorisée à être une femme, et non plus seulement une voix. Après l'émotion suscitée par le figuier en fleurs, les élus d'Avignon proposent un projet audacieux, un espace permanent dédié à sa vie, non comme une statue figée, mais comme un lieu vivant. Mireille accepte, à condition qu'un jardin y soit planté, avec des descendants de son figuier. L'espace Mireille Mathieu, prévu pour juillet 2026, abritera des archives, des photographies, des paroles manuscrites et quelques lettres de Jean-Louis, partagées avec pudeur. Au cœur du projet, une mission, offrir des cours de musique aux enfants défavorisés. « Je ne veux pas que ma voix soit un souvenir », déclare-t-elle. « Je veux qu'elle soit un passage. » Johnny Stark a été son axe public, l'homme qui a façonné sa légende, qui l'a protégé du tumulte. Mais Jean-Louis était autre chose, celui qui l'a aimé sans rien demander, qui l'a laissé partir sans jamais lui en vouloir. Elle a porté son souvenir comme une mélodie douce, constante, en arrière-plan de sa vie. À l'approche de sa dernière tournée, qu'elle nomme « tournée de gratitude », elle refuse les adieux larmoyants. « Je ne dis pas adieu à la musique, je dis merci à ceux qui m'ont permis de tenir », explique-t-elle. Dans une interview au Monde, on lui demande si elle a des regrets. Après une pause, elle répond « Non, j'ai aimé. Je n'ai pas toujours su le montrer, mais j'ai aimé, et je suis en paix avec ça. » Pas d'époux, pas d'enfant, mais une voix qui a fait vibrer des millions de cœurs, une promesse tenue à ses parents, et un hommage discret à un homme simple, à travers un figuier et 32 lettres. Pensez-vous qu'un amour peut être vrai, même s'il n'est jamais pleinement vécu? Dites-le nous en commentaire. Et si l'histoire de Mireille vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.